Bonjour, on va aborder aujourd'hui la question des diarrhées chroniques. Comme vous le savez, les diarrhées chroniques sont un motif de consultation assez fréquent en pathologie digestive, que leurs étiologies sont nombreuses du fait des mécanismes physiopathologiques qui sont multiples et une démarche diagnostique est nécessaire afin d'identifier une étiologie éventuelle et de pouvoir la traiter. Alors on va passer rapidement sur le plan pour définir, définir tout d'abord une diarrhée. Donc elle est définie par un poids moyen des selles qui doit être supérieur à 300 grammes par 24 heures. Donc, elle sera dite chronique si elle évolue au-delà de 4 semaines et doit être bien évidemment distinguée d'une diarrhée aiguë qui dure moins de 2 semaines et de la diarrhée prolongée qui, elle, évolue sur 2 à 4 semaines. Comme on vient de le dire, c'est un problème fréquent en pathologie clinique. Les étiologies sont très nombreuses et les mécanismes physiopathologiques multiples et un interrogatoire soigneux avec un examen clinique complet doit être effectué afin d'identifier une étiologie et de pouvoir la traiter. Pour mieux comprendre et assimiler les mécanismes physiopathologiques de la diarrhée chronique, donc les mécanismes physiopathologiques ont été scindés en deux. Donc il y a les diarrhées chroniques associées à un syndrome de malabsorption et les diarrhées chroniques sans syndrome de malabsorption. Elles sont dites diarrhées hydriques ou hydroélectrolytiques. Alors pour ce qui est de la physiologie de la digestion, il faut savoir que l'intestin grêle est le site quasi exclusif de l'absorption. C'est un segment long de 4 à 7 cm. Il s'étend de l'angle de Treitz à la valvule de Bowen et il est composé du jéjunum et de l'hélium en majorité. La digestion, c'est le processus qui permet la dégradation de grosses molécules provenant du bol alimentaire en unités de base qui seront facilement assimilables par la suite. Et l'absorption, c'est le passage des produits de cette digestion de la lumière du tube digestif à la circulation, qu'elle soit sanguine ou lymphatique. Et on va utiliser le terme de malabsorption pour désigner toute anomalie survenant sur cette séquence, sur la séquence digestion-absorption. Alors, les mécanismes de la malabsorption peuvent siéger sur 3 niveaux. Donc, on peut avoir tout d'abord une malabsorption pré-entérocytaire. On parle de maldigestion. Cette maldigestion, elle correspond, donc c'est une maldigestion des nutriments qui va empêcher leur absorption et ensuite leur passage vers le milieu sanguin ou bien lymphatique. Ensuite vient la malabsorption entérocytaire. Là, c'est dû à une altération de la paroi digestive et des entérocytes. En troisième position, c'est la malabsorption post-entérocytaire. Là, le transport des nutriments vers les vaisseaux lymphatiques ou bien sanguins est altéré. Pour ce qui est des diarrhées chroniques sans malabsorption, donc 4 mécanismes physiopathologiques ils sont associés. Donc on distingue les diarrhées motrices, les diarrhées sécrétoires, les diarrhées osmotiques et exsudatives. Donc on va y revenir. On va revenir pour les étudier plus tard. Alors pour ce qui est de la conduite à tenir, alors une démarche diagnostique doit être rigoureuse et doit passer par 3 étapes. Une enquête clinique initiale, donc qui comportera surtout un interrogatoire et une prescription d'un minimum d'examen biologique. Vient ensuite l'étape d'exploration morphologique et biologique et ensuite des étapes biochimiques, donc une exploration des selles et des explorations fonctionnelles. C'est des examens de deuxième ligne. Alors on va commencer par l'interrogatoire, donc qui sera complet et systématisé, bien conduit. Il va nous apporter des renseignements de grande valeur. On étudiera successivement les antécédents, le terrain, le caractère de la diarrhée et les signes associés. Alors pour ce qui est des antécédents, on va commencer par rechercher les antécédents personnels du patient. Rechercher une chirurgie digestive, un type de vagotomie, de gastrectomie, de résection du grêle ou bien du côlon.
rechercher la présence de polypes ou de cancers coliques ou bien d'autres localisations, rechercher une pathologie préexistante, surtout sur la sphère hépatobiliaire ou bien une pathologie endocrinienne à type de diabète ou d'hyperthyroïdie, rechercher la présence de manifestations neurologiques ou bien psychiatriques. Le statut sérologique, surtout le VIH, doit être reconnu et recherché et connu. Rechercher la notion d'intolérance au lait, l'alcoolisme chronique ou bien le tabagisme, et rechercher la notion de prise de médicaments qui soient à type de vénotonique, d'hormones thyroïdiennes, de biguanide, de laxatifs, d'antibiotiques ou bien d'INS, et préciser s'il y a eu une notion de radiothérapie avec irradiation abdominale ou pelvienne. Pour ce qui est des antécédents familiaux, il faut rechercher donc, le terrain génétique prédisposant, surtout pathologie thyroïdienne ou bien endocrinienne, un type de diabète, de maladie cœliaque ou bien de maladie inflammatoire. Rechercher les polypes ou les cancers colorectaux et les maladies à transmission génétique connues telles que la polypose adénomatose familiale et le syndrome de Lynch ou bien la néoplasie endocrinienne multiple. Ensuite, pour ce qui est du terrain, on doit préciser le type d'alimentation, la profession, le profil psychologique du patient et un voyage éventuel en pays ou bien en zone d'endémie tropicale. Alors, troisième point, on doit préciser les caractères de la diarrhée. On doit préciser le mode d'installation, s'il a été brutal ou progressive, l'ancienneté, si c'est de façon continue ou bien apparition de périodes de rémission spontanée, rechercher les facteurs déclenchants ou aggravants tels que les aliments, le stress ou bien les médicaments, préciser la fréquence des selles, l'horaire des exonérations, s'ils sont nocturnes, réveil matin ou bien postprandial, s'ils sont impérieux ou non, s'il y a une incontinence ou bien un suintement anal. Préciser l'aspect des selles qui est capital, donc les selles peuvent être fécales, afécales, grasses, décolorées, mousseuses, avec présence d'aliments non digérés ou bien ingérés le jour même, présence de glaire, de pus ou de sang. Et ne pas oublier de préciser l'efficacité de ralentisseurs du transit ou bien d'autres médicaments tels que les antibiotiques et les corticoïdes. Les signes associés peuvent être digestifs, un type de douleur abdominale, de ballonnement, de nausées, d'anorexie, de polyphagie ou bien extra-digestifs, un type d'asthénie, d'amaigrissement. Les signes de carence en vitamines ou en sels minéraux, des manifestations de maladies inflammatoires telles que les signes oculaires et lésions cutanées ou bien les aftes, et ne pas oublier les flushs et autres manifestations du syndrome carcinoïde qui se voient au cours des tumeurs carcinoïdes telles que les bronchospasmes, l'insuffisance cardiaque droite, un souffle d'insuffisance tricuspidienne ou bien pulmonaire. Alors, au terme de cet interrogatoire, on pourra préciser le type de diarrhée. Donc, une diarrhée de type grélique, c'est-à-dire l'absorption, elle est, la malabsorption, elle est au niveau du grêle. Si les selles sont abondantes, fétides, graisseuses, associées à des douleurs abdominales, diffuses ou périombilicales, avec un retentissement sur l'état général, plus ou moins des signes de malabsorption. Et elle sera dite diarrhée colique si les selles sont fréquentes, urgentes, peu abondantes, associées à du mucus, du sang rouge ou du pus, et généralement c'est associé à des douleurs abdominales sur le cadre colique et le retentissement de l'état général. Donc l'état général sera fonction de l'étiologie. Donc on a ce tableau qui montre quelques signes cliniques et la correspondance en déficit ou bien en maladie connue, telles que la glossite. Donc les glossites peuvent se voir en cas de carence en micronutriments, en cas d'anémie. Une dermatite herpétiforme est présente en cas de maladie cœliaque. La présence d'anomalies hématologiques à type d'hématome ou d'hémorragie, ça témoigne d'une carence en vitamine K. Le goitre, généralement, il faut rechercher une hyperthyroïdie ou bien un cancer médulaire de la thyroïde.
Alors, ensuite, il y a le chapitre de l'examen clinique. Alors, on précise l'état général, rechercher surtout les signes de déshydratation ou bien de dénutrition. L'examen digestif, l'inspection, donc rechercher le météorisme, une cicatrice d'intervention chirurgicale, la palpation à la recherche de masse abdominale, tumorale ou vasculaire, d'hépatomégalie ou de splénomégalie. La percussion, elle va rechercher une matité déclive des flancs qui traduit la présence d'une ascite isolée ou bien associée à des œdèmes des membres inférieurs. Et ne pas oublier de terminer toujours l'examen digestif par un examen proctologique. Donc faire un examen de la marge anale à la recherche d'une fissure ou de fistules qui peuvent rentrer dans le cadre de lésions proctologiques de la maladie de Crohn. Terminer l'examen par un toucher rectal pour apprécier la tonicité et la contraction sphinctérienne. Étudier l'ampoule rectale, donc à la recherche d'une tumeur, un fécalome, bien de nodules dans le cul de sac de Douglas, et toujours faire un examen du doigtier au retrait pour apprécier l'aspect des selles. L'examen des autres appareils, donc on va faire un examen cutanéo-muqueux, ostéo-articulaire, neurologique, thyroïde, les ergots ganglionnaires, cardiovasculaire et oculaire, comme ça a été rapporté tout à l'heure. Alors pour ce qui est des examens complémentaires, alors on a des examens de première intention. Donc en l'absence d'orientation, on va faire des examens en première intention qui seront de type biologique. Alors biologique et endoscopique puis morphologique. Alors, on va demander une FNS, un taux de plaquettes, une créatinémie, une calcémie, un taux de protides, une électrophorèse, en cherchant un syndrome inflammatoire, les sérologies, VIH et un taux de TSH. Une étude parasito des selles sur 3 jours sera faite. Les examens endoscopiques, donc on va compléter par une fibro œsogastro-duodénale avec biopsie gastrique et duodénale dans le cadre, donc elle sera demandée dans le cadre d'une diarrhée chronique de type kyrillique, donc si on suspecte une maladie cœliaque ou bien un lymphome intestinal ou bien une maladie de Crohn avec lésion entro-duodénale. Et la coloscopie totale avec iléoscopie sera faite donc devant une suspicion de diarrhée de type colique, donc qui va mettre en évidence une infection tumorale ou inflammatoire avec, donc ça permettra également de faire des biopsies multiples iléocoliques systématiques et étagées. Pour ce qui est des examens d'imagerie, donc l'ASP sera fait en première intention pour éliminer une urgence chirurgicale. L'échographie abdominale permet de mettre en évidence d'éventuels épaissements pariétal intestinal ou bien des adénopathies et permettra d'étudier le pancréas. La TDR abdominopelvienne va apporter presque les mêmes renseignements avec des coupes plus fines pour le pancréas. Alors, ensuite, il y a des examens, si en absence d'orientation, alors on aura recours aux examens de deuxième ligne. Alors, c'est l'examen des selles, le fécalogramme, donc il doit préciser le poids des selles, rechercher une stéatorée. Une stéatorée, elle est définie par un taux de graisse fécale supérieur à 6 grammes par 24 heures. Il faut savoir qu'un taux entre 6 et 14 grammes par 24 heures n'a pas de connotation pathologique puisqu'il peut se voir au cours d'une diarrhée motrice. Elle est dite une stéatorée d'entraînement. On parle de stéatorée franche si elle dépasse les 14 grammes par 24 heures. Donc ça, c'est une malabsorption. Ça témoigne d'une malabsorption. On cherchera la clairance de l'alpha-antitrypsine qui témoigne, donc dans le taux élevé témoigne d'une entéropathie exsudative, un taux d'élastase fécale donc qui est un bon marqueur d'insuffisance pancréatique exocrine, et le taux de calprotectine fécale qui est un biomarqueur, c'est un biomarqueur demandé au cours des pathologies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors, on complétera par une
l'évaluation du trou osmotique en cas de diarrhée osmotique, une recherche de laxatifs dans les selles, la mesure du pH fécal, un test rouge carnat, donc qui permet la mesure du transit oro-anal. Les tests dynamiques à type 2, tests au dexylose, généralement le test d'exylose et le Schilling avec facteur intrinsèque sont rarement faits. Alors pour ce qui est des autres examens, il y a le transit du grêle. Il permet de définir des paramètres normaux, les paramètres suivants. Donc, le temps de transit pylorocécal normal est de 3 à 4 heures. Donc, toute accélération, donc c'est un transit de moins d'1h30. Un calibre moyen du grêle en réplétion complète, c'est de 25 mm. Le pli, c'est-à-dire la valvule, est de 1,5 mm. L'interpli, c'est 4 mm en moyenne. Donc toute anomalie va témoigner de signes, va objectiver des signes de malabsorption radiologique sur le transit du grêle. L'IRM abdominal, donc c'est un examen pertinent qui va montrer surtout les signes de pancréatite chronique ou bien des tumeurs à type d'adénocarcinome ou de tumeurs endocrines. Et il y a des examens plus récents qui sont à type d'entéroscanner, la vidéocapsule endoscopique du grêle et l'entéroscopie à double ballon qui permettent une meilleure exploration de l'intestin grêle. Alors, on va finir par des dosages hormonaux. Si le bilan digestif s'avère négatif, donc c'est surtout pour avoir une orientation vers les pathologies neuro-endocriniennes. Donc, on va compléter par un dosage de la gastrinémie devant la suspicion d'un syndrome de Zollinger-Ellison, un dosage de la sérotonine ou bien du 5-hydroxyindole acétique urinaire devant un syndrome carcinoïde, la thyrocalcitonine pour un cancer médulaire de la thyroïde et le VIP pour un éventuel VIPOM. Il faut savoir que c'est des tests diagnostiques très lourds et très peu demandés. Alors, pour le diagnostic différentiel, on doit éliminer, devant toute diarrhée chronique, on doit éliminer une fausse diarrhée du constipé qui se voit dans le cadre des troubles fonctionnels intestinaux, une incontinence anale qui est évoquée à l'interrogatoire et est confirmée par le toucher rectal, et le syndrome rectal qui est associé des écoulements anormaux, sécrétion de glaire, ténèbres et épreinte. Il faut savoir qu'un syndrome rectal peut faire partie de la pathologie digestive au cours de certaines pathologies rectales ou bien coliques. Donc maintenant, on va citer les principales étiologies des diarrhées avec malabsorption, avec syndrome de malabsorption. Alors, comme on a répertorié tout à l'heure la malabsorption en pré-entérocytaire, en entérocytaire et en post-entérocytaire, donc on va citer quelques exemples d'étiologie. Alors, au cours de la malabsorption pré-entérocytaire, les principales étiologies incriminées, c'est l'insuffisance pancréatique exocrine qui est fréquente au cours de la pancréatite chronique, des tumeurs du pancréas, les déficits enzymatiques d'origine biliaire au cours des cholestases chroniques ou bien des fistules biliaires, et la pullulation bactérienne chronique du grêle. La malabsorption entérocytaire se voit surtout dans la maladie cœliaque, les déficits immunitaires en immunoglobulines au cours des parasitoses et au cours des maladies de Crohn du grêle, et au cours du grêle court, bien du grêle radique ou bien la maladie du Whipple. Pour ce qui est de la malabsorption entérocytaire, c'est généralement les anomalies lymphatiques primitives ou bien secondaires. Les anomalies lymphatiques primitives, généralement, c'est la maladie de Waldmann, qui est la lymphangiectasie intestinale primitive. Ou bien les anomalies secondaires, généralement, c'est des compressions d'origine tumorale ou ganglionnaire. Alors maintenant, on va aborder le chapitre des diarrhées chroniques sans syndrome de malabsorption. Alors,
Pour la diarrhée motrice, il faut savoir que le nombre, donc c'est des selles nombreuses. Elles sont de petits volumes, elles sont hydriques avec des résidus alimentaires ingérés le jour même. Elles sont matinales, impérieuses, postprandiales, précoces. Et il y a une amélioration lors de la prise de ralentisseurs du transit à type de l'opéramide ou bien de la codéine et aggravée par le stress. Il y a une conservation de l'état général et l'absence de déshydratation et de troubles hydroélectrolytiques. Et pas de signes de carence spécifiques. Alors, le diagnostic se fait au test rouge Karma. Les premières selles rouges apparaissent moins de 8 heures, donc moins de 8 heures. Les étiologies, donc elles sont endocriniennes, elles sont nerveuses, ou bien des lésions organiques du tube digestif, ou bien des troubles fonctionnels. Pour ce qui est des lésions endocriniennes, c'est l'hyperthyroïdie, le cancer médulaire de la thyroïde ou bien le syndrome carcinoïde lié à l'hypersécrétion de sérotonine. Les causes nerveuses, elles sont représentées par les vagotomies tronculaires ou sélectives, les neuropathies diabétiques, le syndrome dysneurotonique. Les lésions organiques, c'est les gastrectomies, les lésions iléales, les résections iléales de moins de 1 mètre et les troubles fonctionnels intestinaux. Pour ce qui est des diarrhées osmotiques, elles sont dues à l'ingestion de solutés partiellement ou non absorbables, entraînant un appel d'eau et d'électrolytes dans le grêle. Donc il existe un trou osmotique représenté par les solutés mal absorbées. Donc, les selles sont hydriques, elles sont mousseuses, le nombre, le volume et l'horaire des selles dépendent de l'agent responsable et elles cèdent à l'arrêt de celui-ci. Donc c'est des coliques abdominales, un excès de gaz, irritation anale, donc il n'y a pas de retentissement sur l'état général. Les étiologies, c'est les déficits en lactase, les laxatifs osmotiques tels que le mannitol, les antiacides à base de magnésium, les confiseries, le chewing-gum sans sucre lié à la présence de sucre de macromolécules non absorbables telles que le saccharose. Alors, les diarrhées sécrétoires, donc elles sont abondantes, elles ne cèdent pas aux jeunes, il n'y a pas de trou osmotique et il y a un risque de déshydratation, d'insuffisance rénale fonctionnelle et d'hypokaliémie. Les étiologies, c'est toujours les laxatifs irritants, les médicaments, les biguanides, la colchicine, les digitaliques, les résections iléales de moins de 1 mètre, les lésions organiques coliques, la polypose adénomatose, les tumeurs bileuses, les collytes microscopiques et les Mickey. Donc infectieuse, ça peut être une gangliase, une amibiase, ou bien une cryptosporidiose fréquente au cours du sida. Et les tumeurs endocrines telles que les VIPOM. Les diarrhées volumigéniques, c'est une inondation de l'intestin par des sécrétions digestives hautes due à l'hypersécrétion gastrique acide. La diarrhée est rarement le signe prédominant. La principale étiologie, c'est le syndrome de Zollinger-Ellison, qui est une tumeur endocrine sécrétant la gastrine. Alors pour la conduite thérapeutique, toujours commencer par la correction des troubles hydroélectrolytiques induits par la diarrhée. La correction des carences induites par la malabsorption. Le traitement de la diarrhée est avant tout étiologique. Lorsque l'étiologie n'a pas de traitement spécifique ou la diarrhée est fonctionnelle, le traitement sera symptomatique et repose essentiellement sur les médicaments ralentisseurs du transit. Ok, on va finir par une conclusion. On va dire que les causes de diarrhée chronique sont nombreuses. L'affection responsable peut être gastrique, pancréatique, jéjuno-iléale, colique ou bien extradigestive, métabolique, endocrinienne ou bien neurologique. Une affection organique doit être toujours recherchée. L'exploration doit éviter 2 erreurs. C'est de multiplier les examens coûteux et souvent déplaisants pour une simple colopathie ou inversement méconnaître une pathologie grave du grêle. Voilà.